plaisir d'avoir le docteur Zanlonghi, ophtalmologiste, avec nous ce soir. Donc, docteur Zanlonghi, vous êtes praticien attaché au CHU de Rennes pour la consultation des maladies rares. Vous êtes aussi directeur médical des postes avancés d'ophtalmologie de Mayotte et vous dirigez un labo d'exploration fonctionnelle dont une partie est consacrée à l'aptitude à la conduite. Donc, ce soir, vous nous parlerez de la réglementation liée aux différents moyens de déplacement, que ce soit de la circulation douce aux plus gros engins, et les conséquences justement fonctionnelles de certaines pathologies. Et pour animer donc ce webinaire, je suis avec le docteur Armel Blaiseau. Vous êtes ophtalmologiste au SIAM 95 dans Val d'Oise et vous occupez d'enfants déficients visuels de 0 à 20 ans. Et j'imagine que le problème de la conduite se pose fatalement. Exact. Alors, un petit mot pour le docteur Béatrice Lebaille, qui n'a pas pu malheureusement être avec nous ce soir. Donc, peut-être qu'elle regardera ou elle nous rejoindra sur le cours, mais voilà, elle ne pourra pas être là pour animer ce webinaire. Un dernier mot sur comment va se passer ce webinaire. Un petit peu classiquement, il va durer à peu près 1 heure. Je pense qu'on est ensemble sur ce temps-là. Peut-être un petit peu plus parce que le docteur Zanlonghi a plein de choses à nous dire. On a déjà un petit teasing à vous faire là-dessus, mais le nombre de slides laisse supposer qu'on sera un petit peu plus d'1 heure ensemble. Mais ce sera pour notre plaisir. D'habitude, on fait 45 minutes de présentation, 15 minutes de questions. Oui. Là, on verra. En tout cas, sachez qu'on se réserve un temps de questions pour partager vos interrogations et on est certain que le sujet en sera porteur. Donc, pour nous poser vos questions, vous avez un petit icône Q et R en bas. Donc, utilisez ce vecteur-là. Vous posez vos questions tout au long de la présentation. Le docteur Blaiseau et moi-même, nous allons trier un petit peu ces questions en sachant que vous pouvez aussi voter entre vous sur l'intérêt des questions. Donc, ça nous aidera un petit peu à les trier. Donc, tout au long, vous les posez et je pense qu'on y répondra plutôt sur la fin. Voilà pour l'introduction. Donc, docteur Zanlonghi, je vais vous laisser la parole et partager les slides pour déplacement et basse vision. Merci à tout le monde. Un grand merci pour l'introduction. Donc, ça me fait très plaisir de revenir à Lariba, que je connais depuis longtemps. J'avais déjà présenté un topo sur la conduite il y a une quinzaine d'années à Lyon. Et puis là, c'est une grosse mise à jour puisqu'il y a quand même beaucoup de nouveautés. Alors, c'est un travail d'équipe. Je travaille avec des orthoptistes. Et puis, il y a plusieurs diapositives. J'ai l'impression qu'il y a un petit problème de son. Est-ce que tout le monde entend bien? Vous ne m'entendez pas bien, là? Pour moi, je n'ai pas de problème de son. C'est bon? Moi, il y a des saccades de son. Moi, j'entends très bien. Donc, il n'y a pas de problème technique? Il n'y a plus de saccades. Moi, j'entends très bien. D'accord. OK, bon, je continue. Et puis, il y a des diapositives qui viennent également de l'équipe de Lille, qui ont également une consultation spécialisée aptitude, inaptitude à la conduite au CHU de Lille. Alors, la nouveauté, c'est qu'il y a un arrêté, c'est d'abord une introduction, un nouvel arrêté d'aptitude qui est sorti il y a pile 1 année, du ministère de l'Intérieur, qui fixe la liste des affections médicales incompatibles ou compatibles avec ou sans aménagement avec le permis de conduire. Voilà, vous avez, en fait, c'est dans l'annexe 1, on le trouve très facilement sur Internet. Alors, c'est un grand texte, parce que la vision, c'est qu'une toute petite partie de ce texte. Vous voyez, c'est un texte qui fait 92 pages. Donc, il n'y a pas que l'ophtalmo dedans. L'ophtalmo, c'est qu'une toute petite partie. Alors, je commence par un cas clinique que j'ai vu la semaine dernière. Un garçon de 15 ans qui vient adressé par un ophtalmologiste, un confrère, pour un avis d'aptitude à la conduite. Alors, il vient avec son père et il vient sans aucun document médical, sans rien, sans carnet de santé. J'ai rien. Donc, j'apprends que c'est un ancien prématuré, né à 5 mois et demi, 750 grammes. La marche corrigée, il a marché à 14-16 mois. Dans la famille, il n'y a rien de spécial. Et puis, il vient quand même pour l'aptitude à la conduite, il a 15 ans. Donc, je l'interroge, il a eu l'ASSR 1 et 2, ça je vais en reparler, obtenu. Le vélo, il l'a fait à partir de 4 ans sans difficulté, sans petite roue, selon le père. Il n'a pas de permis BSR, c'est-à-dire qu'il ne conduit pas de cyclo, et il n'a jamais bénéficié de rééducation en locomotion. Donc, il n'a pas du tout une prise en charge de type basse vision, même avec orthopsie. Il a un œil perdu, l'autre œil, il a 13 dixièmes.
Il a une coordination humaine qui est plutôt pas mal, hein, il a un pointage qui est pas mal, il n'a pas de nystagmus, pas de trouble oculomoteur, il a quand même 13 dixièmes sur l'œil, le bon œil, hein. Alors, voilà, ça c'est le fond d'œil du bon œil. On voit quelques petites anomalies périphériques, parce que c'est un ancien préma. Et puis l'autre œil perdu, il a fait un décollement de rétine probablement réappliqué. Il n'a pas été opéré, mais c'est une séquelle de rétinopathie des prématurés sévère sur un œil. Donc il lui reste un œil. On lui fait un champ visuel d'aptitude binoculaire. Et là, donc là, en fait, vous avez le champ visuel ici d'un sujet qui a une vision normale. Et ça, c'est comment il voit. Donc, en fait, il a des trous partout dans son champ visuel, absolument partout, ce qui ne colle pas vraiment avec ses déplacements parce qu'il n'a pas du tout un déplacement de champ visuel tubulaire et le père ne raconte pas trop de problèmes de chute dans les escaliers. Enfin, il a l'air quand même d'avoir une vision périphérique relativement correcte. Donc là, on a déjà un problème, c'est que le champ visuel, a priori, il a déjà des petits troubles sur la compréhension et la qualité de réalisation d'un champ visuel. Donc, on lui fait un test qui va simuler un peu la conduite de nuit qui est plutôt bonne. Ça, il n'y a pas de problème pour la conduite de nuit. Et puis, on fait quelques tests de type neurovisuel. Je vais redétailler. Un champ visuel attentionnel. Alors, il a des temps de réponse. Vous voyez, on lui présente une cible et puis il nous répond en 500 millisecondes. Donc, ça, c'est clairement un joueur sur écran. Il joue à des jeux vidéo parce que moi, je suis plutôt à 600, 650. Et pareil pour les scies périphériques. Mais les carrés rouges, en fait, c'est le champ visuel un peu sur le côté. Et il a des cibles en moyenne périphérie, hein, attentionnelles qu'il ne voit pas. Donc, il a un petit problème. On lui fait quelques tests de débrouillage plutôt neuropsycho. Donc ça, c'est le test de mocage, j'y reparlerai, qui est plutôt bon. Par contre, on fait un test visuel intentionnel du DMD qui n'est pas bon du tout. Il n'arrive pas à le finir, il met plus de 3 minutes, hein, on s'arrête à 3 minutes. Donc, il a clairement un problème, hein, plutôt du côté gauche. Donc là, on refait une synthèse. Alors, il voit bien d'un œil, donc il est apte au permis de conduire B, hein, voiture légère. Il a un champ visuel altéré, il est inapte, mais a priori, son champ visuel est peu fiable. Il faudra le recontrôler au Goldman. Il a des troubles, très clairement, il a des troubles neurologiques, hein, cognitifs, sauf qu'il n'a jamais eu de bilan neuropédiatrique. Il n'a jamais vu de neuropsychologue. Mais on apprend quand même dans l'interrogeant qu'il a toujours une AVS, alors qu'il a 10 dixièmes, qu'il a été en SECPA, donc ça suppose quand même qu'il a eu des grosses difficultés quand même au niveau de l'école. Et je l'interroge évidemment sur ce qu'il veut faire. Il est en CAP de maçonnerie. Avec un champ visuel pourri comme ça pose quand même des problèmes, hein, parce qu'un maçon, il va travailler en hauteur, hein. Donc là, en fait, la conclusion, c'est il faut refaire un point complet neurologique, neuropsychologique. Pour son métier, on va l'envoyer voir un super expert médecin du travail et on a botté en touche. On a dit on va refaire le point dans une année quand il aura fait tout le circuit complet, hein, et en particulier tout ce qui est neurologique. Voilà, ça, c'est typiquement à peu près la moitié des patients que l'on a. C'est des jeunes ou des moins jeunes qui n'ont jamais conduit et qui veulent passer le permis de conduire, qui veulent conduire. La deuxième chose que je voulais vous présenter, c'était en fait la conduite de voiture. C'est qu'une toute petite partie du problème, parce que maintenant, on va parler de mobilité au sens large. Donc là, je vous ai mis un extrait du livre blanc sur la mobilité en région parisienne, hein. Donc, c'est pour la préparation des Jeux olympiques. Et vous voyez que dans ce visuel, la voiture, c'est qu'une petite partie. Vous avez de l'eau, des trains, des camions, des avions, des piétons, des vélos, des poussettes, vraiment un petit peu tous les modes de transport. Donc, en fait, il faut penser, quand on examine un patient pour un problème de déplacement, de conduite, il faut l'interroger en fait sur tous les modes de transport, hein, la marche à pied, le vélo, cyclo, trottinette, et puis bien sûr, voiture, hein. Il faut vraiment l'interroger au sens large. Parce que est-ce qu'il a vraiment besoin d'une voiture? En fait, c'est ça la question qui est derrière. Ensuite, il y a, depuis une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, il y a la place du vélo en France est de plus en plus importante. Alors, il y a un guide méthodologique sur ce qu'on appelle le vélo éducation qui est remarquablement fait. Alors, je vous montre quelques extraits. Donc, c'est vraiment fait pour les jeunes en apprentissage des déplacements, hein, avec le vélo. Voilà, donc vous avez un visuel qui vous montre donc un groupe d'enfants qui fait des exercices sur piste pour apprendre à gérer un déplacement en groupe en vélo. Vous avez en fait la possibilité de faire des parcours avec des plots, hein, donc ça, c'est ce qui est symbolisé avec des plots. Et puis, il y a tout un tas d'exercices possibles.
Voilà, par exemple, ces deux ados vont se passer un petit cerceau, hein, ils vont se le passer l'un après l'autre. Bah, ça, c'est un très, très bon exercice pour à la fois le côté visuel et puis le côté moteur. Voilà, sur l'introduction, donc un nouveau guide sur l'aptitude réglementaire, la place de plus en plus importante du vélo dans dans tous les déplacements. Alors je vais détailler un petit peu plus, voilà, le plan, alors la nouvelle réglementation, puis je vais balayer un petit peu tout, hein. Alors la conduite, est-ce que c'est un droit? C'est-à-dire, vous avez beaucoup de patients qui disent: «J'ai le droit de conduire». En fait, pas du tout. On n'a pas le droit de conduire, hein. C'est en fait, on a une autorisation administrative temporaire. C'est-à-dire qu'en fait, le préfet nous donne une autorisation qui est limitée à 15 ans. Au bout de tous les 15 ans, il faudra renouveler notre permis, hein. C'est la même chose dans toute l'Europe et c'est pas du tout un droit, hein. On a le droit de marcher, hein, mais la conduite, c'est une autorisation. Alors, le préfet n'intervient pas sur, le vélo, les trottinettes, de moins de les petites trottinettes qui vont à moins de 25 km/h. Voilà, les voitures sans permis, en fait, il y a une tolérance de tous ces engins. Ils doivent, respecter le code de la route, mais il n'y a pas vraiment de permis, par exemple, pour le vélo. En France, il n'y a pas de permis de conduire. Alors, qui contrôle, l'aptitude à la conduite, voiture, permis poids lourd et cetera? Bah, c'est le préfet. Donc là, je vous montre un exemple d'un courrier qu'un patient a reçu. Alors, il ne sait pas d'ailleurs, pourquoi il a reçu ce courrier, hein. Donc, et le préfet lui écrit: «Mon attention a été attirée sur votre état de santé qui pourrait être incompatible avec la conduite des véhicules automobiles». Donc là, en fait, le préfet a été informé par quelqu'un. Alors, ça peut être la famille. Nous, on n'a pas le droit, hein, d'écrire au préfet, hein, on a le problème du secret médical. Ou ça peut être un voisin. Voilà. Enfin, c'est quelqu'un qui a écrit au préfet en disant: «Celui-là, il pose problème». Et donc, le préfet lui envoie un courrier en lui disant qu'il a l'obligation d'aller voir un médecin agréé de préfecture et il lui donne la liste. Donc, en fait, c'est le préfet qui donne ou qui enlève, hein, qui donne ou qui enlève le permis pour un problème médical. C'est toujours le préfet, hein. Alors, les voitures légères, donc c'est le permis, B, hein, donc ça commence, le B1, donc vous avez les permis, je vous en ai mis plusieurs, hein, plusieurs photographies. Le permis léger, le groupe A, donc en fait, vous avez quelques chiffres à retenir. Bah, c'est inapte si, avec les 2 yeux ensemble, avec la correction optique habituelle, c'est-à-dire ça peut être lentille, lunettes, avec la correction optique habituelle, il a moins de 5/10, hein, donc voilà, c'est le texte européen et français, c'est la même chose dans toute l'Europe et dans la plupart des pays du monde, c'est le chiffre de 5/10. Le texte précise que si on n'a qu'un œil, un monophtalme, donc quelqu'un qui perd un œil, s'il a 5/10, il est apte. Alors après, il y a des précisions sur le champ visuel, hein, donc je vous ai remis les grandes catégories, hein, donc la catégorie 5/10, voilà ici, et puis vous avez la basse vision, hein, la vision basse qui est à 3/10, et puis vous avez le 1/10 pour avoir la carte d'invalidité. Voilà, donc 5/10, c'est bien le niveau avec un œil ou les 2 yeux, avec la correction habituelle, pour être apte à la conduite pour la vision centrale. La vision périphérique, le champ visuel, on va raisonner en champ visuel binoculaire, c'est-à-dire les 2 yeux ensemble. Moi, je le fais avec les lunettes habituelles du patient, hein, je ne le fais pas avec, sans correction, je le fais avec les lunettes habituelles. Et le texte réglementaire européen et français est précis. Sur le méridien horizontal, il faut 120 degrés de vue, et dans les 40 degrés centraux, il doit y avoir aucune atteinte. Alors, le texte n'est pas très précis. Alors, il donne pas de détails sur, quel type de champ visuel, quel test utiliser, et cetera. Donc je vais vous en reparler un petit peu après. Mais voilà, il donne juste des chiffres. 120 degrés sur le méridien horizontal, en gros, c'est les 2 rétroviseurs, et 40 degrés, on ne doit pas avoir d'atteinte. Alors, pourquoi on a des patients qui ont des champs visuels tubulaires qui finalement continuent de conduire, hein? Moi, j'en ai quasiment toutes les semaines, hein, des champs visuels vraiment très réduits, hein, qui arrivent à peu près à 10 degrés. Bah, c'est parce qu'en fait, en balayant, hein, plus la mémoire, avec la vision dynamique, bah, ils arrivent à reconstruire une scène. Alors c'est épuisant, hein, parce que c'est dynamique, hein, c'est conscient, mais ils arrivent à reconstruire une scène, comme ça, ce qui leur permet, entre guillemets, d'avoir l'impression, qu'ils peuvent continuer de conduire. D'accord? Donc ça, c'est relativement classique.
Donc, c'est motilité de la tête, des yeux, plus tout ce qui va être mémoire, complétion et tous les tâches cognitifs. Par exemple, s'il connaît le parcours, des choses comme ça, il va pouvoir un petit peu mieux gérer. Alors, voilà le champ visuel qu'il faut utiliser. Alors, en fait, pour simplifier, moi, je prends le même champ visuel que le champ visuel MDPH, hein, puisqu'en fait, vous devez tester que, normalement, pour l'aptitude, le méridien horizontal et puis les 40 degrés centraux. Si vous faites un champ visuel MDPH, c'est bon, hein, vous allez pouvoir faire un champ visuel d'aptitude. Alors, le texte de loi ne donne aucune précision, mais il y a un groupe d'experts européens qui s'est réuni il y a déjà pas mal de temps et il recommande d'utiliser la même chose que le champ visuel MDPH, c'est-à-dire un index Goldman 3, 4, E, et c'est du vu non vu, c'est-à-dire en fait un déficit absolu en 3, 4 E, hein, qui est dans les 40 degrés centraux, va donner une inaptitude. Si c'est un déficit relatif, eh bien, il va être apte. Hein. Donc, en fait, on cherche des déficits absolus en 3, 4 E. Donc, c'est la même grille que le champ visuel de type MDPH. Comme ça vous simplifie la vie. Vous avez en fait, vous faites un champ visuel MDPH pour le calcul du taux d'incapacité MDPH et du coup, vous avez l'information pour le permis de conduire. Alors, le poids lourd, c'est un petit peu plus strict quand même. Voilà, donc je vous ai mis toutes les possibilités du permis poids lourd, hein, jusqu'au quart, ce qu'on appelle le permis D. Là, on raisonne œil par œil et il faut que le meilleur œil ait au moins 8/10 avec les lunettes habituelles et l'œil le plus faible, il faut qu'il ait au moins 1/10. Donc, quelqu'un qui a une amblyopie unilatérale, congénitale ou acquise à la suite d'une maladie, d'un accident, mais qui récupère 1/10, il est apte. D'accord? Donc, en fait, un monophtalme fonctionnel est apte au permis poids lourd. Alors, avant 2005, ce n'était pas le cas, mais et ça, c'est la même chose pour toute l'Europe, ils sont devenus plus tolérants. Donc, c'est 8/10, 1/10. Sur le champ visuel, là, c'est un peu plus strict, c'est 160 degrés sur le méridien horizontal, donc c'est un petit peu au-delà des rétroviseurs des camions, et aucune atteinte dans les 60 degrés centraux. D'accord? Mais vous voyez que, par exemple, si c'est un patient qui a une petite cadranopsie ici, eh bien, si on applique le texte de loi européen français, il est apte. Hein, voilà. Bon, un poids lourd avec une cadranopsie, je pense qu'il vaut mieux éviter. Alors, une cadranopsie périphérique, hein, c'est-à-dire si c'est une cadranopsie qui arrive dans le champ visuel central, là, il va être inapte puisqu'il aura une atteinte dans les 60 degrés. Alors, la diplopie, je n'ai pas beaucoup de problèmes en fait au niveau des diplopies. Donc, le texte est mieux écrit, hein, c'est incompatibilité définitive après médicale spécialisée si la diplopie est permanente et ne répond à aucune thérapeutique. Donc, s'il diplope tout le temps et que c'est incoercible, ça ne peut pas se traiter, il est inapte. Alors, qu'est-ce que font ceux qui diplopent? En fait, ils se mettent en monophtalme. Donc ça, les opticiens connaissent bien parce qu'ils ont des patients qui viennent les voir en leur disant « je veux un verre brouillé hein, ». Ça, c'est classique. Hein. C'est plutôt les opticiens les patients n'osent pas trop demander à l'ophtalmo, à l'orthoptiste. Donc, en général, c'est les opticiens qui gèrent. Et puis, un monophtalme, s'il a un champ visuel normal sur lequel il lui reste, il est apte. Donc, en fait, vous avez des patients, quand ils conduisent avec un verre brouillé. Et dans la vraie vie, ils ont un verre avec, par exemple, un prisme. Hein. Donc, ça, faut bien interroger les patients, ils ne vous le disent pas, hein, ça. Hein. Voilà, donc une diplopie, c'est inapte, sauf s'il se met en monoculaire, où là, il redevient apte, mais il redevient apte que pour le permis léger, bien sûr, pas le permis poids lourd, hein, on est d'accord. Alors, le texte de loi qui est sorti en 2022 a précisé la conduite nocturne et la conduite au niveau du crépuscule. Alors, ça va concerner au niveau de la basse vision, surtout les maladies qui abîment, qui touchent la vision de la nuit. La plus caricaturale, c'est les rétinopathies pigmentaires. Donc, c'est écrit « Incompatibilité de la conduite de nuit en cas d'altération significative de la vision nocturne ». D'accord? Et puis, ça, c'est le permis voiture. Et pour le poids lourd, s'il y a un problème de vision nocturne, c'est inapte. Clairement, là, au moins, c'est écrit noir sur blanc, c'est inapte. Donc, voiture légère, il ne faut vraiment pas avoir trop de problèmes de vision nocturne pour conduire la nuit. Et poids lourd, c'est inapte. Et ils ont rajouté, ça c'est nouveau de 2022, c'est-à-dire avant, ça n'existait pas dans l'ancien texte, ils ont rajouté crépuscule, éblouissement, contraste. Alors ça, c'est plutôt pour les orthoptistes et vous allez vous amuser.
Donc, vous avez le titre, c'est « Altération de la vision crépusculaire, hypersensibilité à l'éblouissement, hypersensibilité au contraste lumineux ». Alors là, qu'est-ce que c'est qu'un contraste lumineux? Je vous laisse chercher. Et c'est incompatibilité de la conduite nocturne si absence de vision nocturne, autorisation de conduite diurne. Donc, c'est pareil. En fait, il y a un titre qui parle de vision crépusculaire et puis dans le sous-titre, il parle de vision de conduite nocturne. Bon. Et poids lourd, s'il y a un problème, c'est inapte. Voilà. Donc, ça veut dire que vous pouvez avoir des patients qui viennent vous voir, les orthoptistes, pour des tests de vision crépusculaire, de contraste. Voilà, vous pouvez avoir ça à faire. Alors, la conduite de nuit aussi, ça, c'est encore une fois, c'est les opticiens qui sont confrontés à cette demande. Les patients, ils sont éblouis en conduite de nuit par les phares qui arrivent en face et ils veulent des verres pour ne pas être éblouis. Alors, vous avez des verriers qui ont sorti des verres. Moi, j'en connais deux, il y a Zeiss et Essilor, j'en reparle un peu après, où vous avez des verres un peu spéciaux qui, normalement, améliorent un peu la perception des contrastes et diminuent l'éblouissement. Ça, c'est un visuel que j'ai emprunté avec leur autorisation à Zeiss. Alors, le problème de la conduite nocturne, c'est si on a une pathologie avec des atteintes de la vision centrale, des atteintes de vision périphérique, tout ce qui est compensation, c'est-à-dire la possibilité, avec les mouvements de tête, mouvements des yeux, d'arriver à compenser des trous dans le champ visuel, s'effondre la nuit. Donc, clairement, en fait, dès qu'il y a une pathologie un peu sérieuse, on les met inaptes à la conduite de nuit. Voilà. Et ces verres-là, alors j'ai dû mettre, voilà. En fait, les patients ne vous demandent pas, toujours pareil, ils cherchent par eux-mêmes, ils vont sur Internet, voilà, et puis ils vont tomber là-dessus. Voilà, donc ça, c'est pas cher. Voilà, c'est le verre qui sert à tous, c'est génial. Et celui-là, je pense qu'en fait, réglementairement, il est trop jaune. On n'a pas le droit de conduire avec parce qu'en fait, il y a une réglementation pour la conduite de nuit qui est ici. Vous n'avez pas le droit d'utiliser des verres teintés 1, 2, 3, 4 en grade. Vous avez droit qu'au grade 0, c'est-à-dire 3 fois rien. D'accord, au point de vue courbe de transmission. Donc, dès que vous avez un verre un peu teinté, vous n'avez pas le droit de l'utiliser pour la conduite de nuit. Ça, il faut le dire aux patients. Si vous mettez vos verres solaires pour conduire la nuit, ce n'est pas bon du tout. Le gendarme ne va pas être content. Alors, pourquoi je vous ai parlé de la conduite de nuit? En fait, c'est parce que sur le permis de conduire, maintenant, depuis quelques années, vous avez, voilà, je vous ai mis un exemple. Ça, c'est un vrai patient. Alors, c'est écrit en petit, mais il a le code 61 ici et il a le code 62 050. Ça veut dire, le code 61, il n'a pas le droit de conduire la nuit. Donc, le préfet, le médecin agréé, le préfet, écrit sur le permis de conduire « inapte la nuit ». Et c'est une heure après le lever de soleil et 1 heure avant le coucher. La définition est précise. D'accord? Donc, les médecins agréés de préfecture, dès qu'il y a un problème ophtalmo un peu sérieux, ils mettent le tampon 61. Et la deuxième chose que l'on voit sur les permis, c'est qu'il n'a pas le droit de conduire à plus de 50 ou 100 km autour de son lieu de domicile. D'accord? Et là, pour ce patient-là, c'est 50. Et puis après, il y a d'autres choses qui sont faites plutôt pour les anciens alcooliques, choses comme ça. La troisième chose aussi qu'on conseille énormément à tous les déficients visuels, c'est de passer en boîte automatique. Et en fait, tous les jeunes qui veulent passer le permis de conduire, qui ont une pathologie visuelle ou neurovisuelle, on les met systématiquement en boîte automatique. Ils n'ont pas de boîte manuelle. Donc en fait, il y a 3 sur un permis de conduire. Il va y avoir inapte de nuit, apte à 50 km autour du domicile, et puis il va y avoir la mention boîte automatique. Et si en plus il a besoin de lunettes, il y aura également la mention besoin de lunettes. Donc, vous voyez, sur le permis de conduire, il y a des tas de trucs. Ça, c'est relativement nouveau. Je l'ai vu apparaître il y a 3-4 ans seulement, donc ces restrictions. Ensuite, ce qui est nouveau aussi, c'est que quand un jeune ou un moins jeune veut passer son permis de conduire, il doit remplir un questionnaire médical sur Internet. Et il y a 3 questions qui concernent la vision. Est-ce que vous avez des problèmes de vue? Est-ce que vous portez des lentilles ou des lunettes? Est-ce que vous êtes atteint sur un œil? Et s'il y a une des 3 cases qui est cochée, il demande un examen avec un médecin ophtalmo. Voilà, donc s'il y a une espèce de tri, voilà. Et si le patient coche rien, il n'y a pas de consultation ophtalmologique demandée avant de s'inscrire au permis de conduire. Alors, il n'y a pas que l'ophtalmo, je vous ai mis également d'autres problèmes, puisque moi, je fais beaucoup de bilans neuro-ophtalmo. L'épilepsie, si vous avez un jeune ou un moins jeune qui a à la fois un problème visuel et en plus épileptique, là, il faut qu'il obtienne l'agrément
l'accord, une aptitude de la part d'un neurologue, hein. Il y a également les traumatismes crâniens, pareil. S'il y a un antécédent de traumatisme crânien avec lésion cérébrale, il faut qu'il aille voir un médecin de rééducation ou un neurologue. S'il a des lésions cérébrales évolutives, alors là, il y en a plein, pareil, il faut qu'il aille voir un neurologue. Et la psychiatrie, hein, s'il y a des troubles psychiatriques ou alors ils ont mélangé, mais ils ont également écrit les troubles du développement intellectuel grave ou profond, d'accord, eh bien, il faut qu'il aille voir un psychiatre et il faut que un psychiatre donne une aptitude en disant c'est compatible avec. Quelques mots aussi sur la difficulté de l'adolescent. Je vous ai montré un adolescent de 15 ans qui venait pour une aptitude. Et en fait, on a le problème il n'y a pas de dérogation du secret médical en France. Le problème du mineur, c'est-à-dire du moins de 18 ans, c'est qu'il y a une double responsabilité. Il est à la fois responsable en tant que conducteur, mais il y a également la responsabilité des parents. Donc, c'est un peu compliqué. Et surtout, c'est la caricature de ce que je vous ai montré, c'est qu'en fait, nous, souvent, on voit des ados ou des gens de 20-25 ans qui n'ont jamais eu de permis de conduire. Et on s'aperçoit lors de notre bilan qu'en fait, le problème, il n'est pas ophtalmo, il est plutôt neurologique. Et ça, c'est fréquent. Et du coup, en fait, on se retrouve, nous, à faire la double annonce. C'est-à-dire que non seulement il a un problème ophtalmo qui fait que, probablement, uniquement pour l'atteinte ophtalmo, il ne pourra pas conduire, mais en plus, il a un problème neurologique. Et ça nous pose beaucoup de problèmes. C'est de loin nos bilans les plus complexes. C'est quand il y a une pathologie cognitive, neurocognitive, qui n'est pas qui n'a pas été dépistée ou qui est occultée par le patient. Alors, quelques mots sur les cyclos, les voitures sans permis. Alors, les cyclos, en fait, vous avez les petits cyclos de moins de 50 cm3 ou en électrique, hein, et ils font un permis qu'on appelle le BSR AM, hein, ils font un permis de conduire. C'est possible dès l'âge de 14 ans, hein, voilà. Et dès l'âge de 14 ans, en fait, vous pouvez avoir ce type de cyclo. Pour passer le BSR, il faut d'abord qu'il y ait eu la SSR 1 et la SSR 2. Hein, donc ça, c'est des choses qui sont faites au niveau de l'école. Et c'est seulement si on a le 1 et le 2 qu'on peut s'inscrire pour le permis BSR pour avoir pour passer le permis cyclo. Hein. Donc ça, il faut bien discuter avec tous les gamins qui sont déficients visuels. Moi, je leur pose la question dès l'âge de 10 ans, 10-11 ans. La SSR, elle est prévue quand? Alors, en général, d'ailleurs, quand je discute avec un ado de 14-15 ans, je lui pose la question à SSR. Alors, il répond au quart de tour, il sait ce que c'est. Les parents tombent des nues. Ah bon, qu'est-ce que c'est? Parce que c'est fait dans le cadre de l'école et souvent, les parents ne sont même pas au courant. Il y a également, ça c'est pour les enfants basse vision qui sont suivis par des structures pour basse vision. Vous avez l'attestation d'éducation à la route. Donc, c'est vraiment fait pour les ados qui ont une déficience visuelle. C'est une initiation à la sécurité routière, essentiellement la marche à pied. Et normalement, ils doivent l'avoir. D'accord. Vous avez aussi la possibilité d'avoir une attestation de sécurité routière. Ça, c'est pour les enfants de 14-15, les ados de 14-15-16 ans qui sont déscolarisés. Ils peuvent, ou par exemple, qui sont illettrés, ils peuvent quand même passer un BSR. Alors, ce qui est un petit peu plus compliqué à comprendre, c'est en fait les voitures sans permis. Les petites voitures sans permis comme celle-ci, hein, en fait, c'est la même puissance de moteur qu'un cyclo de moins de 50 cm3. Donc, en fait, il suffit de faire 7 heures d'auto-école et on peut conduire une voiture sans permis dès l'âge de 14 ans. Et la particularité dans toute l'Europe, c'est qu'il n'y a pas d'aptitude médicale pour conduire une voiture sans permis de ce type-là. C'est-à-dire que ce soit un petit cyclo ou une petite voiture sans permis de place, il n'y a pas d'aptitude médicale, il n'y a pas d'aptitude visuelle. Hein, c'est une tolérance au niveau de toute l'Europe. C'est une tolérance, c'est une volonté politique. Hein, c'est bien une volonté politique de laisser conduire avec des véhicules qui ne dépassent pas les 45 à l'heure tout un tas de patients qui sinon seraient en exclusion sociale. Voilà, donc il y a une tolérance. L'accidentologie, elle est extrêmement faible. Elle est, les politiques au niveau Europe, hein, parce que c'est une décision de 1995, c'est une vieille décision. Les politiques assument le fait qu'il y ait une petite accidentologie liée
à des patients qui ont une maladie, un handicap et qui conduisent quand même avec des voitures sans permis. Donc, pour caricaturer, un malvoyant grave, profond, peut conduire une voiture sans permis. Alors, il y a un barrage, c'est-à-dire que s'il n'a jamais eu son permis, le moniteur d'auto-école va s'apercevoir quand même qu'il est quasiment aveugle et va le bloquer. C'est-à-dire, il ne pourra pas faire les 7 heures d'auto-école et il n'aura pas son BSR. Mais un adulte qui avait un permis de conduire B et qui a perdu la vue, il ne pourra plus conduire sa voiture B, mais il y en a un certain nombre qui s'orientent vers les voitures sans permis. Voilà, il y en a de plus en plus des voitures sans permis, surtout qu'elles sont sympas. Alors, ensuite, les chariots, les CACES. Alors, pareil, ça concerne les ados parce que vous avez tout un tas d'ados qui font des études courtes avec des CAP. Et puis, dans le cadre de leur CAP, par exemple, charpentier, ils ont besoin d'utiliser des chariots. Alors, donc ça, normalement, ce n'est plus du tout le préfet qui s'en occupe, c'est la médecine du travail. Et les CACES, il n'y a pas de chiffre de vision. Alors, en gros, pour résumer, les petits chariots, les médecins du travail vont raisonner comme une voiture légère et les gros chariots, ça va être comme un poids lourd. Donc ça, par exemple, c'est un chariot qui est limite entre voiture légère et poids lourd. Donc, en général, c'est plutôt une aptitude de type poids lourd. Mais le médecin du travail fait un petit peu ce qu'il veut, donc ce qui fait que vous avez des patients qui sont inaptes voiture et qui vont se retrouver à être aptes à utiliser des chariots, des gros chariots, dans le cadre de leur travail. Donc, il n'y a pas toujours une adéquation entre l'aptitude donnée par le préfet, c'est-à-dire en fait le permis de conduire, et puis l'entreprise. Voilà. Donc ça, il faut le savoir. Pareil, moi, j'interroge tous les patients sur leur travail. Est-ce qu'ils utilisent des chariots? Oui, non, et quel type? Et pareil, si c'est vraiment un ado qui a une malvoyance sévère, grave, je le préviens en lui disant le permis B, c'est raté. Et en plus, tu veux faire ça comme métier, attention, le médecin du travail risque de te bloquer pour les chariots. Voilà. Donc, je les préviens à l'avance. Ce n'est pas obligatoire, mais les médecins du travail sont assez frileux. Alors, je vous mets quelques diapos sur des particularités. Voilà un tracteur donc pour nettoyer le bord de route et vous avez en fait un petit peu comment il est à l'intérieur de l'habitacle. Donc vous voyez, c'est une horreur pour travailler. Ils sont éblouis. Donc en fait, ils mettent très souvent, c'est également les opticiens qui sont en première ligne pour ce type de patient parce qu'en plus, il faut des lunettes de sécurité et c'est les opticiens qui vont les équiper avec des verres filtrants adaptés. Et la nouveauté, c'est qu'en fait, la technologie évolue dans tous les véhicules. Vous avez des ordinateurs maintenant dans toutes les voitures modernes, mais vous avez la même chose dans le monde du travail. Et vous avez maintenant ce genre d'engins, et même dans le monde de l'agriculture, vous avez des caméras. Et en fait, vous avez maintenant des caméras avec un écran qui est à l'intérieur de l'habitacle. Et en fait, au point de vue ergonomie, si c'est par exemple un agriculteur qui a une déficience visuelle, non seulement il faut bien les interroger sur le matériel qu'ils utilisent, il faut raisonner en termes d'aptitude. Oui, il a un problème de champ visuel périphérique, mais est-ce qu'il est capable de gérer un écran à 20 degrés sur le côté, à peu près 15-20 degrés sur le côté, plus détecter quelque chose qui va être en périphérie. Donc, voilà, donc ça, c'est nouveau, mais de plus en plus de caméras sont sur tous les chariots, au sens large, les tracteurs, et vous avez des retours écrans. Et vous avez même, en fait, maintenant, les rétroviseurs. En fait, c'est des caméras, il n'y a plus de rétroviseurs et ça arrive sur un écran à l'intérieur, par exemple, des poids lourds. Donc ça, c'est nouveau. Ça date de, pareil, les camions commencent à s'équiper, donc de quelques années. Et puis, il va falloir gérer parce que ces écrans-là, ils sont plutôt dans le champ visuel un peu paracentral. Vous voyez, il empiète quand même, il bouffe quand même une partie du champ visuel. Donc, il faut raisonner, il faut essayer de savoir un petit peu où sont ces nouveaux écrans. Ça, c'est nouveau. Alors, je vous montre un exemple d'un patient que j'ai vu cette semaine, que je connais depuis longtemps. C'est un agriculteur à son compte. Voilà son champ visuel. Donc, vous avez le champ visuel MDPH, il ne voit rien. Il y a 85 points, il ne voit rien. Au Goldman, il lui reste, donc en rouge, c'est du 5,4 pour les orthoptistes. Et en bleu, c'est du 3,4. Donc, voilà, donc il lui reste à peu près 3-4 degrés. Voilà, c'est une rétine pigmentaire très, très évoluée. Et puis, qu'est-ce qu'il est? Il est agriculteur à son compte, il a 55 ans. Il a 50 vaches, il utilise un tracteur, d'accord, avec ce champ visuel-là.
Alors, pour l'aider, il a salarié sa sœur, mais il est à 55 ans. Ça fait déjà des années que je lui dis qu'il est inapte. Il commence tout juste à faire un dossier d'inaptitude avec la MSA. Hein. Donc, vous avez en fait des professionnels, hein, des gens qui travaillent, qui ont une déficience visuelle très sévère et qui continuent d'utiliser des engins. Et pour l'aptitude, hein, un malvoyant très, très sévère, il y a des problèmes d'hygiène. C'est-à-dire comment il va être capable de gérer, de voir si la machine qu'il utilise, la treilleuse, est propre ou sale. Hein. Donc, voilà, mais moi, j'ai pas mal d'agriculteurs, hein, qui conduisent avec des champs visuels extrêmement altérés. Alors, ils conduisent dans leur champ. Et en fait, ils demandent à sa sœur d'amener le tracteur dans un champ et c'est lui qui fait le champ. Alors, ce qui est nouveau aussi, c'est les engins de déplacement. Voilà, alors ça, c'est nouveau. Pour ceux qui sont dans les grandes villes, vous êtes envahis par ces trottinettes, hein, les trottinettes électriques, les monocycles, les gyropodes, enfin, il y en a plein. Alors, c'est un véhicule sans place assise et la définition, c'est que ça doit être entre 6 km/h et 25 km/h. Mais dès que ça dépasse 6 km/h, en fait, ils n'ont plus le droit d'aller sur les trottoirs. Ils sont obligés d'aller sur la route. Il faut un BSR et la nouveauté, c'est que depuis 2021, il faut non seulement un BSR pour conduire une trottinette électrique, mais il faut en plus faire une demi-journée de stage. Hein. Et puis, vous avez également un deuxième modèle de trottinette électrique, celle qui dépasse les 25 km/h. Alors là, c'est carrément des petites motos, hein, où là, il faut une plaque d'immatriculation. Alors, ce qu'on voit le plus, hein, dans les villes, c'est celles qui vont à moins de 25 km/h, mais normalement, il faut un BSR. Voilà. D'accord. Et puis, il faut qu'il soit assuré. Voilà, il faut une carte grise pour ceux qui vont à plus de 25 km/h. Et le conducteur doit avoir plus de 14 ans. Alors, ce que je vois apparaître depuis à peu près 2-3 ans, en particulier chez les enfants malvoyants, c'est que les parents qui sont un peu surprotecteurs interdisent aux malvoyants de faire du vélo. Par contre, ils les laissent faire de la trottinette. Ça, j'ai plusieurs exemples. Alors, vélo, non. Trottinette, oui. Les parents ont l'impression que la trottinette est moins dangereuse que le vélo, ce qui, en termes de chiffre d'accidentologie, est fausse. Hein. On a plus de problèmes avec les trottinettes actuellement qu'avec les vélos. Alors voilà, il y a une formation trottinette, c'est un stage d'une journée, hein, un peu comme si vous voulez conduire un cyclo, vous êtes obligé de faire un stage. Alors, les voitures autonomes, là aussi, ça c'est nouveau parce qu'on est un peu inondé. Alors, les voitures autonomes, je vous ai mis le texte complet, mais la loi, le texte international, la Convention de Vienne, a été changé que très récemment, vous voyez, en mars 2016. Et c'est à partir de 2016 qu'en cascade, donc c'est parti au niveau de l'ONU, hein, et puis c'est descendu maintenant dans les pays. Et donc, la réglementation française a été changée il y a 6 mois. D'accord? Il y a à peu près 6 mois. Alors, voilà. Vous avez en fait au niveau du monde un certain nombre de niveaux pour des voitures dites autonomes. Le niveau 0 à 2, c'est nos voitures actuelles, hein, par exemple le régulateur de vitesse. Mais ce qui est nouveau, c'est que, on peut, sous certaines conditions, utiliser le niveau 3, c'est-à-dire des voitures finalement qui conduisent toutes seules. Voilà, le niveau 3 est possible, c'est-à-dire en fait, depuis le mois de septembre 2022, alors je vais vous préciser les conditions, on peut lâcher le volant et puis éventuellement même téléphoner, faire autre chose. Alors, en France, ça c'est très franco-français, la loi le permet, mais il n'y a aucune route agréée, donc ni aucune voiture. Donc du coup, en France, vous allez le voir nulle part. Ça va venir, mais ce n'est pas tout de suite. Donc en fait, il y a un seul pays en Europe où ça se fait, c'est l'Allemagne. L'Allemagne, elle a agréé 2 voitures, hein, je vous ai mis la marque. Et puis, il y a quelques tronçons d'autoroute qui sont agréés. Mais actuellement, l'Allemagne a bloqué le 60 km/h. C'est-à-dire, en fait, ça ne fonctionne que si on est dans un bouchon. Donc, dans certaines portions d'autoroute allemande, s'il y a un bouchon et que vous roulez à moins de 60 km/h et que vous avez une voiture de ce type-là, vous pouvez lâcher le volant et vous pouvez laisser la voiture conduire toute seule. Alors, je vous parle de ça parce qu'en fait, les malvoyants, ils nous parlent de ça, mais de toute façon, la voiture, elle conduit toute seule, je suis malvoyant, je veux conduire. Alors, on est inondé au niveau des médias, on est inondé depuis 2 ans de ça. Je vous montre juste un extrait. Et puis, je vous montre quand même, ça, c'est un visuel de Renault. Hein. Voilà, alors laissez-vous transporter. Alors, je vais vous montrer quand même, c'est quand même
je vais vous montrer quand même la pub. Voilà, alors ça, c'est pas le vélo que je voulais montrer, c'était la pub. Voilà autonome. Alors, voilà, vous avez ça, OK, et puis vous avez une petite vidéo ici. Voilà, donc je vous la lance. Voilà. Alors, c'est la pub. Alors, je vais vous la... Voilà, et puis vous allez voir à partir d'ici, voilà. Voilà, à partir de là, en fait, il lâche les mains, il téléphone, d'accord? Voilà, et puis là, il est en train de faire la sieste. Donc, c'est la pub officielle d'un constructeur automobile français, hein, qui fait la pub. Alors, c'est une voiture proto, en disant, bah voilà, on n'a plus besoin. Et puis, vous voyez, ça arrive au péage et la voiture s'arrête toute seule. Hein, c'est génial, hein, et elle repart toute seule. Voilà. Alors ça, eh ben, tous les malvoyants le voient, ce visuel-là. D'accord? Donc, moi, j'ai des questions, hein, des ados. Hein, ils viennent avec ça, hein, en disant, mais de toute façon, dans quelques années, j'aurai le droit de conduire. Alors, il faut vraiment faire un discours sur les voitures autonomes assez négatif, hein. Alors, je vous montre deux extraits d'un moteur de recherche. Vous tapez Tesla accident et puis voilà, vous avez boum, Tesla, la voiture a créé un carambolage, un accident mortel, 273 voitures Tesla impliquées dans des accidents. Voilà, puis là, vous avez les vidéos, hein, donc vous pouvez les regarder, hein, c'est quand même assez impressionnant. Alors, pourquoi la Tesla? Bah, c'est parce que c'est la première voiture autonome qui a été mise sur le marché. Donc, il faut être assez négatif, même très négatif sur, au moins, je dirais, au moins les 10 ans qui viennent. Il va falloir, je ne sais pas combien d'années avant d'arriver à avoir des algorithmes à peu près fiables, hein. Et donc, il y a déjà des accidents mortels liés à des voitures autonomes aux États-Unis, hein. Voilà, sur les voitures autonomes, ce que je voulais dire. Alors, si vous faites de l'aptitude, bah, faut tester la vision. Alors ça, vous connaissez, hein, on va passer là-dessus. La vision centrale, la vision des couleurs, alors n'oubliez pas, il y a la conduite de nuit, donc il faut faire des tests, de nuit et puis, il y a tous les tâches cognitives. Donc nous, on fait, quelques tests, neurovisuels, hein, donc champ visuel attentionnel, je vais vous en reparler. Alors le champ visuel, bien sûr, Goldman, hein, très, très classique. Les appareils qu'il y a dans la médecine du travail de type ergovision sont insuffisants pour faire l'aptitude à conduite. Ils ne testent pas assez de points, hein. Je vous ai mis ça, c'est un exemple de champ visuel fait avec l'ergovision. Ils ne testent pas assez de points. Il faut vraiment un vrai champ visuel, hein, pas un champ visuel ergovision, ce n'est pas suffisant. Là, je vous ai simulé ben, un patient qui a un glaucome assez grave, qui réglementairement est inapte à la conduite puisqu'il a une atteinte dans ses 40 degrés centraux, hein, et puis voilà un petit peu comment il va gérer. Alors voilà, en fait, ce patient-là qui a une atteinte plutôt du côté gauche, il va être gêné dans les ronds-points, hein. Un patient qui a un glaucome qui atteint plutôt le champ visuel droit, il va être gêné pour les priorités à droite. Bon, l'examen orthoptique, ça, il y a des orthoptistes dans la salle, donc vous connaissez par cœur. Voilà, toutes les orthoptistes avec qui je travaille font des tests neuropsycho, hein, dans le cadre de l'aptitude à la conduite. Et nous, les principaux qu'on utilise, c'est on cherche une négligence, donc on fait un test de barrage, il y en a plusieurs, c'est celui qu'on utilise. Le TMTB, hein, toutes les orthoptistes, vous devez savoir le faire parce que il y a 2 tests, hein, que vous devez savoir faire pour l'aptitude à la conduite. C'est le meilleur test de prédiction de l'accidentologie à la sortie d'un AVC, hein. C'est-à-dire qu'en fait, là, vous voyez que alors le principe, c'est faire 1A, 2B, 3. Donc, c'est vraiment un très, très, très bon test qu'il faut que toutes les orthoptistes savent faire, hein. Il y a un petit apprentissage, en dépistage et s'il n'est pas normal, de toute façon, c'est plus de l'ophtalmo, c'est plus de l'orthopsie, hein. Vous envoyez bien sûr au neurologue. Et puis voilà, ça c'est un patient, vous voyez, il a, il barre, hein, en fait, la consigne, c'est qu'avec son crayon, il doit, normalement faire le milieu du trait et vous voyez bien que systématiquement, il est, à côté de la plaque. Donc ça, c'est un vrai patient qui a une vraie héminéglige gauche. Ah et c'est le même patient, hein, vous voyez que, de ce côté-là, il néglige même sur 2 tests différents. Il y a le deuxième test qui est recommandé alors, par les médecins de rééducation. Donc ça, c'est vraiment utilisé si vous avez un patient cérébro-lésé au sens large. C'est le MoCA, c'est un test canadien que vous trouvez sur Internet, hein, qui est très bien fait. Et donc, ça vous donne un score et vous avez 28 sur 30. Et en fonction du score, vous avez un petit peu les différents niveaux d'atteinte de ce test. C'est le test qui est recommandé
par l'HAS, donc par le ministère, hein, toujours pareil, en sortie d'AVC, hein, de cérébro-lésé, un patient qui a fait un problème neurologique, qui veut reconduire, eh bien, en fait, il y a ce test-là qui est effectué. Donc, vous avez le TMTB et ce MoCA, hein, le test MoCA, ces 2 tests-là, les orthoptistes doivent le maîtriser. S'il y a la moindre anomalie, vous envoyez au neurologue. Alors, l'éblouissement, ça, c'est pour la conduite de nuit. Ça marche très, très bien, hein. On met des gens inaptes à la conduite de nuit. Voilà un exemple. En fait, on peut expliquer aux patients, voilà comment un patient qui n'a pas de ce problème voit et voilà comment vous voyez. Alors, vous voyez qu'il est un tout petit peu ébloui, mais ça, c'est un patient, par exemple, moi, je suis à ce niveau-là. Donc, c'est compatible avec la conduite de nuit. Alors, on fait des tests de contraste aussi, voilà, et on restitue au patient, bah, comment il voit son contraste et on peut lui dire, bah, par exemple, une mauvaise perception des contrastes en situation de conduite, bah, ça va être, le petit nid de poule, le gravier, la plaque de verglas, qui ne verra pas, hein, voilà, et en particulier en situation de pluie. Donc nous, on conseille très fortement, quand les gens n'ont pas une très bonne perception des contrastes, de ne pas conduire quand il pleut, hein, parce que tous les contrastes diminuent. Alors, on cherche également tout ce qui est un peu neurologique. Donc, on va tester les temps de réaction avec le champ visuel attentionnel. Alors, ce champ visuel attentionnel, il y a une double tâche, hein, les 2 mains sont utilisées. Il y a une tâche centrale où, en fait, ça correspond à un clignotant. Et puis, il y a un cycliste qui apparaît un peu partout sur le côté. Et donc, les 2 mains sont utilisées et on cherche sur 3 phases différentes, bah, s'il y a une perte visio-attentionnelle, par exemple, du côté gauche. Et en plus, on rajoute un distracteur, on distrait le patient pour voir, en fait, bah, il y a des patients en fait, qui arrivent à compenser, hein. Ils ont un champ visuel attentionnel qui est tout à fait correct là. Et quand on les distrait, ils sont incapables d'extraire le cycliste du troupeau de vaches et leur performance s'effondre. Donc ça, c'est incompatible avec la conduite, bien sûr. Alors, il y a très, très peu d'appareils comme ça de disponibles, hein. Il y a quelques appareils en France, mais il y en a moins d'une dizaine en tout. Et puis, ce qu'on utilise beaucoup, alors là, il y a encore moins d'appareils. Il y en a en gros un à Lille et un dans la région nantaise, à Orvault, sur la stratégie du regard. Alors, je vous montre un exemple. Voilà. Donc, on a des scènes de conduite et on enregistre le parcours du regard, hein, comment le patient regarde. Voilà. Donc, et ça, c'est un patient qui a plutôt tendance à négliger un petit peu cette partie-là, la partie gauche, toujours. Voilà, en fait, il a une négligence partielle. On voit qu'avec les yeux, il va aller regarder un petit peu par là, mais quand même, il a une négligence plutôt, supérieure gauche, hein, partielle. Ça, c'est un 2e exemple. C'est aussi, la pathologie neurologique. C'est de loin la plus difficile, la pathologie neurologique, hein, où c'est un patient, en fait, il y a un piéton qui est au centre et il est incapable d'aller explorer toute la scène de conduite, hein. C'est ce qu'on appelle une persévération dans le jargon, neurologique. Il n'y arrive pas, voilà, persévération attentionnelle pour être très précis. Voilà, il passe son temps en fait à rester, sur l'item central qui est un piéton et on arrive nous à simuler en fait, c'est des patients qui ont un champ visuel, ce qu'on appelle attentionnel tubulaire, hein. Et ça, l'auto-école en situation de conduite, elle va le remarquer parce que, bah, quand il va lentement, ça va à peu près, puis dès qu'il va accélérer, en fait, son champ visuel utile va se réduire et il va se retrouver, par exemple, en général, c'est au-delà de 60 à l'heure, avoir un champ visuel complètement tubulaire. Et puis, bah, comme il est tubulaire, il n'arrive même plus à deviner le bord de la route, donc il va tirer à droite ou il va tirer à gauche, hein. Donc, c'est des patients, mais il faut aller au-delà d'une certaine vitesse pour s'en rendre compte. S'il va lentement, il arrive à gérer. Voilà, donc ça, c'est des appareils qui sont extrêmement intéressants pour des patients cérébro-lésés, donc avec déficience visuelle, hein. Alors, bien sûr, en fait, l'auto-école, hein, on ne peut pas faire d'aptitude à la conduite permis B, permis poids lourd, si on ne travaille pas avec une auto-école. Pour moi, c'est vraiment pas possible. Et on a la chance depuis 22-23 ans de collaborer avec ECF Handi, hein, qui est une division d'ECF, auto-école ECF. En fait, ils font que du handicap, pas seulement visuel, ils font neurologique, moteur, ils font même tout ce qui est retard mental. Par exemple, moi, j'ai vu un trisomique 21 qui apprenait à conduire une moto, hein, alors, la première fois que je l'ai vu, j'ai quand même été surpris. Puis après, j'en ai vu d'autres. Je me dis, tiens, bon, pourquoi pas. Donc, voilà, vous avez quelques moniteurs, hein, qui sont hyper spécialisés dans tout ce qui est déficience et en particulier déficience visuelle, hein. Donc, nous, on les forme tous les 3 ans. On passe une demi-journée avec eux.
on conduit avec des lunettes de simulation. Donc voilà, auto-école, c'est indispensable. Alors, où est-ce qu'elles sont ces auto-écoles? Il n'y en a pas beaucoup. Eh bien, en fait, les auto-écoles, elles travaillent avec les centres de rééducation. Donc, en région parisienne, vous allez avoir Garches, vous allez avoir les Invalides, enfin, il y en a quelques-unes en région parisienne. Et dans toutes les grandes villes, il y a un centre de rééducation. Eh bien, il y a toujours une auto-école qui travaille avec. Sur Rennes, il y en a une. Sur Nantes, c'est ECF. Voilà, sur Bordeaux, il y en a une ou deux. Voilà. Donc, vous avez en gros une trentaine, une quarantaine d'auto-écoles qui sont capables de vous faire des bilans d'aptitude à conduite. Le problème, c'est qu'ils sont en général formés à tout ce qui est neurologique, mais pas trop la vision. Donc, il faut aller les voir, hein, si vous avez vraiment vous voulez monter une consultation orientée un peu aptitude. Et il faut leur montrer ce que c'est qu'un scotome central, c'est-à-dire une DMLA, un Stargardt. Un champ visuel réduit, ils connaissent, mais un scotome central, ils ne connaissent pas bien. Alors, il y a des simulateurs de conduite. Par exemple, à Lille, ils font d'abord le simulateur de conduite et si sur simulateur de conduite, ça se passe bien, ils envoient une auto-école, alors que nous, on travaille directement avec l'auto-école. Alors, quelques exemples de maladies, de pathologies. Le temps, oui, ça va encore. La DMLA, donc la DMLA, en fait, on n'a pas trop de problèmes. On a très peu de patients qui viennent pour DMLA parce qu'en fait, ils adaptent leur conduite, ils évitent les situations dangereuses. Donc, il y a l'accidentologie, contrairement à ce qu'on pourrait penser, la DMLA ne pose pas de problème. Là, je vous montre un exemple d'un patient qui a donc perdu un œil, hein, une grosse DMLA, puis l'autre, il y a une petite DMLA, mais il a 7/10. Il vit seul, alors les contrastes ne sont pas terribles, le champ visuel, il a quelques petits trous. Bon, la nuit, bien sûr, il sera inapte. Et puis, on le met en auto-école. Et là, l'auto-école, elle revient vers nous en disant « Oh là là, ça ne va pas du tout. Il a été incapable de suivre un itinéraire alors qu'il a 7/10. Et il a dû intervenir sur un giratoire qu'il n'avait pas vu. Hein, c'est-à-dire qu'il est allé tout droit alors qu'il y avait un rond-point. Et à charge intentionnelle limitée. Donc là, le moniteur d'auto-école nous dit, a priori, ce n'est pas bon. Et en fait, qu'est-ce que ce patient avait? Donc, du coup, on lui a fait un dépistage de troubles cognitifs. Alors, pour ceux qui connaissent, hein, le MMSE à 24, c'est le début de l'Alzheimer. Hein, c'est une 24, on commence à être dans la démence Alzheimer modérée. Donc, en fait, ce patient-là, il avait non seulement une DMLA, mais en plus un Alzheimer non connu. Hein. C'est lors du bilan de conduite qu'on a trouvé ces troubles cognitifs. Alors après, comme il est tard, je vais passer là-dessus. Voilà, si je vous montre ça, l'exemple d'une hémianopsie latérale homonyme gauche. Alors, normalement, c'est inapte. Hein. Et puis, en plus, il peut non seulement avoir une hémianopsie, mais en plus, il peut négliger. Donc là, voilà, c'est un exemple. Vous voyez, cette patiente, c'était une jeune, hein, elle avait 22-23 ans. Eh bien, elle négligeait, c'est-à-dire elle ne lisait pas le V alors qu'elle lisait le O et le K. Et pareil, en vraie situation, hein, vous voyez qu'elle néglige complètement du côté gauche. Elle venait pour un bilan d'aptitude à la conduite, on a dit non, et on lui a dit même inapte, y compris le vélo. C'est-à-dire même en vélo, elle sera dangereuse en vélo parce qu'elle va complètement négliger elle n'a aucune conscience qu'il y a quelque chose du côté gauche. Voilà. Et puis, ça, c'est la vidéo. C'est pour vous montrer, en fait, comment, si elle conduisait, ce qui va se passer. Voilà. Donc ça, c'est une HLH qui ne compense pas. Hein, elle n'a aucun mouvement de tête, aucun mouvement des yeux. Et, donc, elle ne voit pas le piéton, hein, bien sûr. Et puis, dans un rond-point, elle va être incapable de gérer. Voilà, ça, je vais passer. Alors, c'est les dernières diapos. En fait, si vous parlez de conduite à un patient, qu'est-ce que doit faire l'ophtalmologiste? Eh ben, en fait, quand vous envoyez un patient voir un médecin agréé de préfecture, il y a des choses importantes. En fait, le médecin agréé de préfecture, c'est un généraliste. Donc, lui, ce qu'il veut, le mot-clé, il veut, c'est stable ou pas. Si vous écrivez que la pathologie est stable, il anticipe, lui, en disant, bon, je vais donner une aptitude pour 2 ou 5 ans. Et la deuxième chose qu'il faut, ça, c'est beaucoup plus difficile, c'est, oui, il a un problème de champ visuel, oui, il a 6/10, 5/10. Est-ce qu'il compense ou pas? C'est-à-dire, est-ce qu'il peut conduire en sécurité? Si vous mettez ces deux mots-clés dans votre compte-rendu ophtalmo, vous ne mettez pas apte inapte, hein, ce n'est pas à vous de prendre la décision, c'est vraiment au médecin agréé. Vous décrivez, en fait, hein, vous décrivez ce qui se passe. Voilà ce qu'il faut mettre. Le neuropédiatre, le neurologue, parce qu'en fait, c'est de loin le plus compliqué. Est-ce qu'il a des troubles cognitifs associés aux problèmes neuro-ophtalmo? En fait, c'est ça qu'il faut mettre au médecin agréé de préfecture. Et ça, ce n'est pas à l'ophtalmo ou à l'orthoptiste, disons à l'équipe basse vision de le faire. C'est vraiment, il faut basculer, il faut envoyer vers les neuropédiatres ou les neurologues.
Bon, ça, on va passer. Alors, je finis sur les dernières diapos. Donc, vous avez des choses sur Internet. Donc, c'est sur la reprise de la conduite après un AVC. L'aptitude visuelle, je fais une grosse mise à jour tous les 3 ans sur aptitude visuelle au sens large. Là, ça, c'est un article très récent que Véronique va vous mettre en lien, et puis je vais en mettre d'autres hein, sur des textes. Hein. Voilà. Et puis, je vais vous montrer ce site-là, parce que c'est un site que je réalise. Voilà, c'est la dernière diapo. Voilà, en fait, sur Internet, vous cherchez, vous tapez «Dans ma blouse», hein, c'est fait par un médecin de Rennes. Donc, c'est vraiment fait, c'est un espèce de calepin virtuel pour aider les professionnels de la santé au sens large. Dedans, vous cherchez, vous avez aptitude visuelle. En tapant sur aptitude visuelle, vous tombez là-dessus. Et je vous ai mis tout ce qui concerne l'aptitude visuelle. Vous avez 300 pages pratiquement. Il suffit, vous voyez, il suffit juste de s'inscrire. Il n'y a pas de filtre, hein, vous y allez. Et sur la conduite, bah, tout ce que je vous ai raconté est détaillé là-dedans. Hein, voilà. Donc là, vous en avez plein. Hein, je vous ai mis la totale. Et il y a un chapitre aussi sur handicap et conduite. Et également, si vous voulez aller vite, je vous ai mis inapte, quel conseil. Dans ce petit truc, vous avez quelques auto-écoles. J'ai les adresses de l'Ouest. Vous voyez, en Pays de Loire, Bretagne, on n'en a pas beaucoup. Hein. J'ai trouvé ça comme auto-école spécialisée. Et vous avez également, c'est plutôt pour les médecins, voilà, vous avez inapte. Et là, vous avez en fait des phrases toutes faites. Vous pouvez faire un copier-coller dans vos comptes rendus, alors, les orthoptistes aussi, vous pouvez le faire, hein, mais vous avez un copier-coller. Donc, pour le patient, obligation de consulter un médecin agréé, bah, voilà, vous faites un copier-coller, vous avez le texte de loi. Voilà. La liste des médecins agréés de préfecture, je vous ai mis le site. Le patient doit stopper la conduite. Alors là, c'est une phrase qui est sévère. Hein. La conduite de véhicule requiert une aptitude physique. Donc là, je vous ai mis le texte de loi. Le patient doit prévenir son assureur. Hein. Il y a également, s'il y a une pathologie qui peut influencer sur la sécurité routière, normalement, il y a une obligation pour le patient de prévenir son assureur. Je vous ai mis voilà, je vous ai tout mis sur ce site-là qui est gratos et facilement accessible et que je mets à jour très régulièrement, les mis à jour à peu près tous les 3 mois. Je crois que c'était la dernière diapositive. Voilà, je vous remercie.